Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, au Cameroun, le SDF, Social Democratic Front, prendra part au scrutin législatif et municipal de février 2020. Le SDF de Ni John Frundi a changé d'avis il y a quelques semaines encore. Il prônait le boycott de ce double scrutin en raison de la crise qui perdure dans les deux régions anglophones du pays. Rached Ghannouchi, chef historique du parti d'inspiration islamiste Ennahda, arrivant en tête des législatives d'octobre en Tunisie, a été élu président du Parlement ce mercredi 13 novembre. Il a obtenu 123 voix sur 217 après un accord avec le parti libéral kaltounès de Nabil Karoui, selon plusieurs sources. Et puis en Côte d'Ivoire, les travaux d'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam ont démarré ce 11 novembre. Ce projet, vieux de plusieurs années, avait été maintes fois repoussé. À terme, cette ouverture devra permettre d'assainir la commune de Grand Bassam régulièrement inondée. Mais tout d'abord, le président comorien Azali Assoumani a appelé l'opposition à participer aux élections législatives prévues début 2020. L'opposition qui en 2018 avait boycotté le référendum qui a renforcé les pouvoirs du président Assoumani, notamment en l'autorisant à accomplir 2 mandats successifs au lieu d'un, menace en effet de faire de même pour les législatives, à moins que ces exigences, à savoir le vote de la diaspora et la garantie de scrutin transparent, libre et démocratique, ne soient remplies. Pour rappel, le chef de l'État sortant a été réélu à la tête du pays en mars 2019 lors d'un scrutin entaché, selon l'opposition et des observateurs internationaux de fraude. Après plusieurs hésitations, le Social Democratic Front, principal parti d'opposition camerounais, a décidé de se présenter au double scrutin législatif et municipal de février 2020. Rappelons que lors de la réunion de son comité exécutif national en août, le SDF avait déclaré qu'il ne participerait à aucun processus électoral si des solutions concrètes n'avaient pas été trouvées pour mettre un terme à la crise anglophone. Les précisions de Paul-Marcel Mayagui. C'est officiel, le Social Democratic Front prendra part au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. L'annonce a été faite dans un communiqué signé du chairman Ni John Frundi le 11 novembre 2019. Avec cette déclaration, le SDF, le premier parti de l'opposition camerounaise, clôt ainsi le débat sur son boycott des élections législatives et municipales. En ma qualité de président de la Commission nationale d'investiture et eu égard aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous nous trouvons, j'investis par la présente avec un droit de révision tous les membres actuels de l'Assemblée nationale et leurs adjoints de constituer leur dossier de candidature en conséquence. Je demande également à tous les maires, maires adjoints et conseillers municipaux actuels et dûment investis de constituer leur dossier de candidature. Avec cette participation législative et municipale de 2020, le Social Democratic Front, l'une des forces de l'opposition camerounaise, entend se repositionner sur l'échiquier politique. Lors de la présidentielle 2018, le parti était arrivé en 4e position. Pour rappel, le SDF avait en août 2019 fait savoir que le parti ne saurait aller aux élections tant que la crise anglophone perdurera dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En août, nous avons pris une décision sur la non-participation du SDF aux élections municipales et législatives. Et aujourd'hui, nous avons fait une évaluation. Nous nous sommes dit qu'il y a quand même eu quelques évolutions, notamment le grand dialogue. Et en politique, il n'y a pas de décision définitive. Et d'ailleurs, le fait de demander de constituer les dossiers ne signifie pas que nous irons à ces élections. En rappel, le corps électoral a été convoqué le 10 novembre 2019 par le président Paul Biya. Une annonce qui a refermé les doutes sur une éventuelle prorogation du mandat des élus locaux. Le compte à rebours est donc lancé et toutes les formations politiques sont désormais à pied d'œuvre pour ces échéances électorales. Une réunion tripartite de haut niveau entre le Niger, le Bénin et le Nigeria a eu lieu ce jeudi 14 novembre à Abuja. À l'ordre du jour, la fermeture partielle des frontières terrestres de l'État fédéral avec le Niger et le Bénin, une mesure imposée depuis fin août par Abuja, officiellement pour lutter contre la contrebande et le trafic. Le Nigeria dit vouloir prolonger cette mesure jusqu'à fin janvier 2020, alors que le gouvernement du Niger, par exemple, parle d'une chute de ses recettes douanières d'une quarantaine de milliards de francs CFA depuis la mise en place de cette mesure. Ce premier comité tripartite visait donc à mettre l'accent sur les tensions provoquées par la fermeture partielle des frontières du Nigeria afin d'établir un agenda dans le but de parvenir à un compromis.
En Tunisie, le fondateur et chef historique du parti Ennahda, Rached Ghannouchi, a été élu à la tête du Parlement mercredi 13 novembre avec 123 voix sur 217. Il aurait bénéficié du soutien du parti Kalb-Tounes du milliardaire Nabil Karoui. Il s'agit de la première fonction dans les hautes sphères de l'État qu'occupera l'opposant historique. Un sujet de la rédaction. Le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda a été élu président de l'Assemblée des représentants du peuple ce mercredi 13 novembre. Mission accomplie pour Rached Ghannouchi et son parti Ennahda, arrivant en tête des élections législatives du 6 octobre, qui ne cachait pas sa volonté de briguer cette mandature. C'est son premier poste officiel depuis son retour en Tunisie, après des années d'exil passé à Londres, après la révolution de 2011. Une élection qui, selon les experts, ouvre la voie à un éventuel gouvernement de coalition. Conformément au premier principe de l'article 11 du système interne du Parlement, et étant donné que l'un des candidats a obtenu la majorité des voix, j'annonce que M. Rachid Grigi Al-Ghannouchi est le président du Parlement. Félicitations. Rached Ghannouchi, 78 ans, a été élu à la tête du Parlement dès le premier tour à la majorité absolue avec 123 voix sur 217, après un accord passé avec le parti libéral Kalb-Tounes du magnat des médias Nabil Karoui, selon plusieurs sources. La vice-présidence de l'Assemblée a d'ailleurs échu à une des députées de Kalb-Tounes, Samira Chouachi, élue également au premier tour avec 109 voix. Je jure devant Dieu que je servirai le pays avec loyauté et que je respecterai la Constitution avec un dévouement total pour la Tunisie. Dieu et le peuple sont témoins de ce que je dis. Ennahda, en tant que parti le plus important au Parlement, a jusqu'à ce vendredi 15 novembre pour désigner son candidat au poste de Premier ministre, démarrant ainsi un processus de 2 mois permettant à cette personne de former un gouvernement. Dans l'actualité également, en Éthiopie, après 5 mois d'enquête, 68 personnes ont été inculpées après la tentative de coup d'État manqué en région Amhara qui avait coûté la vie au chef d'état-major de l'armée et au président de la région en juin 2019. Selon le ministre de la Justice fédérale, 110 personnes auraient suivi un entraînement spécifique en préparation de ce coup de force raté. La police a saisi des armes, des téléphones portables, de la monnaie locale et étrangère, ainsi que des véhicules. 22 comptes bancaires ont été gelés. En tout, 78 personnes vont être inculpées d'ici la fin de la semaine, selon la télévision officielle Fana. L'Éthiopie, où l'Organisation internationale des migrations a lancé une initiative communautaire en faveur des personnes touchées par le déplacement. On estime à 3,04 millions le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays du fait des conflits intercommunautaires mais aussi des chocs environnementaux. Corinne Kamse. En mars 2019, l'État éthiopien estimait à 3,04 millions le nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays, un record mondial. Une situation qui interpelle ses partenaires internationaux. L'Organisation internationale des migrations des Nations Unies a lancé mardi 12 novembre une initiative communautaire en faveur des personnes touchées par le déplacement. Ce programme participatif vise à renforcer le retour durable, le relèvement et l'intégration sociale des déplacés. Cette approche va aider les personnes déplacées, les communautés d'accueil, les rapatriés et d'autres groupes de migrants à renforcer la cohésion sociale et la coexistence pacifique. Il devrait permettre également aux communautés cibles de proposer une vision commune du développement durable. Depuis 2018, des inondations ont touché les régions d'Afar, Amhara, Gambela, Oromia et la région de Somalie, entraînant le déplacement de plus d'un demi-million de personnes et la perte de biens et de moyens de subsistance. Aussi, les affrontements interethniques permanents, notamment entre les Oromos et les Somalis, ont forcé des millions de personnes à se déplacer. Il y a des conflits ethniques qui sont créés par le pouvoir précédent Abiy Ahmed. Bien qu'il soit dans le parti qui gouvernait, mais il n'avait pas droit de citer à l'époque. Maintenant, il a droit de citer. Il faut qu'il résolve ces conflits ethniques. De son côté, le gouvernement éthiopien, qui a mis en œuvre une commission de réconciliation nationale, s'est engagé depuis avril 2019 dans un plan échelonné prévoyant le retour, la réinstallation et l'intégration des personnes déplacées, ce qui a permis à des dizaines de milliers de personnes déplacées internes de retourner dans leur lieu d'origine.
En Côte d'Ivoire, la ville de Grand-Bassam, première capitale du pays et cité balnéaire, est en phase de retrouver son visage d'antan. En effet, lancé le 11 novembre, les travaux de réouverture de son embouchure vont mettre la ville à l'abri des inondations dont elle a notamment été victime en octobre 2019. La réouverture de l'embouchure de Grand-Bassam suscite beaucoup d'espoir chez les pêcheurs de la région et les opérateurs économiques. Reportage de notre correspondant Olivier Connard. Vers la réouverture de l'embouchure de Grand-Bassam, la ville était sous les eaux pendant les fortes pluies du mois d'octobre. Les inondations avaient pour cause principale la fermeture de l'embouchure du fleuve Comoé. Sa réouverture est très attendue par les opérateurs économiques. Les inondations ont eu un impact négatif sur le tourisme et l'hôtellerie, les moteurs de l'économie locale. Depuis cette histoire d'inondation, nous recevons moins de clients. Et puis même, on a des employés qui ont été délogés par l'eau, qui vivent en ce moment à l'hôtel. Ça fait baisser le chiffre d'affaires considérablement. Parce que les gens viennent souvent d'Abidjan, et quand ils apprennent que Bassam est inondé, ils ne viennent pas. La réouverture de l'embouchure est également très attendue par les pêcheurs traditionnels de lagune. Ils espèrent le retour de la prospérité de la pêche, activité principale des villageois de la région. Lorsqu'il y a l'ouverture de l'embouchure, nous en trouvons beaucoup de poissons. Habituellement, lorsque nous partons, on en trouve que 7 000, 8 000, 10 000. Mais au-delà, avec l'ouverture de l'embouchure, on va avoir plus. En rappel, l'embouchure de Grand-Bassam s'est fermée progressivement après le percement du canal de Vridi à Abidjan en 1951, qui a entraîné une baisse du débit du fleuve Comoé. En conséquence, les sédiments ont entraîné la fermeture de l'embouchure. 4 tentatives d'ouverture dans le passé ont échoué. Les travaux de réouverture de l'embouchure vont durer 22 mois pour un montant de plus de 38 milliards de francs CFA. L'actualité sportive pour terminer avec la première rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 qui s'est disputée mercredi 13 novembre à Yaoundé. Les Lions indomptables du Cameroun affrontaient les requins bleus du Cap-Vert, un match qui s'est soldé par un score nul 0-0. Reportage de notre correspondant de Viviane Baoken. Le Cameroun accueillera la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Déjà qualifié en tant que pays hôte, les poulains de Tony Conceição débutent leur campagne des éliminatoires avec un match nul face au Cap-Vert. Une rencontre dominée de bout en bout par les Camerounais, mais les finitions des actions ont manqué à l'appel. Résultat, aucun but marqué. Le capitaine des Lions, Maxime Eric Choupo-Moting, qui admet le manque de concrétisation de ses coéquipiers, signale néanmoins la mauvaise qualité de la pelouse. Pour moi, la préparation n'était pas optimal. On s'est entraîné une fois ensemble. Il y avait des joueurs qui sont arrivés hier soir. Tout ça, ce n'est pas optimal. Je pense qu'on s'est aussi désavantagé avec la pelouse parce qu'elle n'était vraiment pas bien, pas du tout. Et on a beaucoup de joueurs qui sont individuellement, techniquement forts. Et bon, il y avait beaucoup d'actions où on pouvait faire mieux, mais c'est aussi à cause de la pelouse. Après, bien sûr, je crois à cause des voyages, à cause des circonstances. Oui, beaucoup de joueurs étaient fatigués et on a vu ça. Mais après, il y avait aussi des choses positives. Du côté des requins bleus du Cap-Vert, l'enjeu est grand. Il faut chercher sa qualification. Très menaçant pour les Lions durant les deux périodes, la défense de la sélection capverdienne est restée imperturbable. On est en équipe, tout le monde s'est mis au diapason collectif. Donc on s'est battus tous ensemble. Après, c'est vrai qu'on était venu ici pour chercher des points. On voulait les 3 points, mais on part content quand même avec ce point de match nul. 0 but partout, c'est le score final des deux équipes logées dans le groupe F avec le Mozambique et le Rwanda. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2021 s'ouvre ce jeudi 14 novembre 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.